Comparatif hasardeux, mais... Comparaison n'est pas toujours raison. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est la vertu de la pédagogie. Hervé Morin n'a pas l'air d'être Hervé complètement Morin, renseigné. je ne sais pas si c'est une question qui va être abordée La avec... Haute-Normandie n'existe plus. Depuis En Normandie, oui. Monsieur de Tarlet, vous êtes un homme du passé. Oui, il y a François Hollande qui est passé par là. Oui, heureusement Voilà. d'ailleurs. Ça ne vous embête pas que Jeff Wittenberg lui pose quelques questions à Hervé Morin, le président de la région Normandie. C'est les 4G. Bienvenue à tous les deux. On vous offre un verre, il n'y a pas de problème. C'est parti. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Et bonjour à tous. On va parler du Covid. La France frôle les 50 000 contaminations recensées quotidiennement. Est-ce que cette nouvelle vague touche aussi, je l'imagine, votre région, qui était, la Normandie, l'une des moins touchées jusqu'à présent? La Normandie ne fait pas exception. Très clairement, on a un taux d'incidence qui est en forte croissance, comme sur toute la France. On a cette chance, c'est qu'on est, je crois, la région où le taux de vaccination est le plus élevé. Je crois qu'on atteint 90%, plus de 90% de la population. Les Normands sont naturellement assez légitimistes et donc on peut espérer que les capacités hospitalières qui sont sollicitées de plus en plus restent, ne rentrent pas dans des situations extrêmement graves. Vous évoquez la vaccination. La troisième dose de vaccin est recommandée. Elle est disponible, mais la demande est tellement forte que les centres de vaccination aujourd'hui sont saturés, ne peuvent répondre à cette demande et il faut attendre parfois plusieurs semaines avant d'avoir un rendez-vous. Qu'est-ce que les régions peuvent faire concrètement pour faciliter? Très clairement, c'est plus le bloc communal, c'est-à-dire les communes et les intercommunalités qui, avec l'agence régionale de santé, peuvent bâtir des centres de vaccination. Il faut aussi s'appuyer beaucoup sur la médecine de ville, on l'oublie trop souvent. Et puis, enfin, pour nous, on avait proposé lors des campagnes de vaccination de mettre le transport scolaire à disposition du rectorat pour permettre éventuellement aux lycéens de se rendre dans des centres de vaccination. Mais la question, c'est d'avoir les doses et c'est d'avoir les professionnels de santé pour vacciner. Et donc ça, c'est pas du champ de la compétence de la région. Est-ce que vous êtes favorable, Hervé Morin, à la vaccination obligatoire? C'est un débat qui monte. Olivier Véran l'a écarté pour l'instant. On voit qu'en Allemagne, c'est dans les cartons du nouveau chancelier Olaf Scholz. Est-ce qu'il faudrait limiter? Est-ce qu'on veut bien regarder les choses avec un peu de recul? D'abord, il y a, je crois, 12 vaccins obligatoires en France. Bon, donc des vaccins obligatoires, il en existe déjà. Deuxièmement, la liberté du vacciné a au moins autant de valeur que la liberté de celui qui refuse de ne pas se faire vacciner. Troisièmement, la non-vaccination obligatoire amène à une autre atteinte à la liberté qui est l'existence du pass sanitaire. En clair, je suis sous le contrôle permanent dans mes déplacements, en clair, j'ai une espèce de police permanente à travers ce pass sanitaire parce que la vaccination n'est pas obligatoire. Et donc, pour ma part, je considère que le mieux serait que, en effet, la vaccination devienne obligatoire. Mais est-ce que vous ne craignez pas un mouvement de refus encore plus fort si on impose cette vaccination? Tout d'abord, une immense majorité des Français a décidé de se faire vacciner. Deuxièmement, me semble-t-il, la période est peu propice à la vaccination obligatoire parce qu'on est à 5 mois de l'élection présidentielle et qu'on a un gouvernement qui va se dire on va s'éviter une crise sociale, des manifestations autour de cette question. Mais très franchement, 12 vaccins sont déjà obligatoires. Est-ce que c'est un sujet? Et deux, la non-vaccination obligatoire amène une autre atteinte à la liberté qui est l'existence du pass sanitaire que vous devez démontrer et présenter 10 fois par jour durant votre vie quotidienne. Vous dites que c'est un sujet délicat parce qu'on est proche de l'élection présidentielle. Est-ce que cela devrait donc être dans le projet de l'un des candidats à la primaire Les Républicains? On va connaître aujourd'hui le nom des deux finalistes. On sait que vous soutenez Valérie Pécresse. Alors on va parler de cette primaire, mais d'abord, je n'ai pas remarqué, à ma connaissance, que c'était proposé par les candidats de la droite. Et je leur laisse le soin. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle et donc chacun présentera ses propositions. Mais il faudrait le faire, en tout cas. Mais il faudrait que ce soit dans le débat présidentiel. À titre personnel, je trouve que ça fait partie des sujets qui méritent d'être abordés. Alors justement, donc cette primaire LR, Valérie Pécresse est votre favorite. Est-ce qu'elle sera aussi celle des adhérents? Et surtout, est-ce que vous soutiendrez le candidat désigné par ses adhérents, quel qu'il soit? Écoutez, pour tout vous dire, j'ai pris un petit déjeuner hier matin avec Christian Jacob. Vous voyez, je vous raconte ma vie. Le président du parti. Et donc, très clairement, il n'y a pas une personne qui est capable de vous dire qui sortira des urnes aujourd'hui. Donc, en clair, on verra bien. Pour ma part, j'espère que Valérie Pécresse sera celle qui sera désignée parce qu'elle est solide,
parce qu'elle a un projet construit. La question, elle est simple, c'est est-ce que je suis capable de transformer le pays, de porter un certain nombre de réformes avec des priorités? Alors, on parle beaucoup de sécurité et d'immigration, mais de l'autre, Valérie Pécresse a fait, par exemple, de l'éducation une de ses priorités. Et pour moi, c'est un sujet clé. Et elle est en capacité de pouvoir en parler, parce que quand on était au gouvernement ensemble, elle a réussi une réforme dont on disait qu'elle était impossible, qui était la réforme des universités. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Il y a 4 concurrents à Valérie Pécresse. Si c'est Éric Ciotti, par exemple, qui devait sortir de... Là, c'est une question qui se posera vraiment. C'est-à-dire écoutez, je pense qu'il y a... Alors Xavier Bertrand. Oui, écoutez, moi, je dis que je suis convaincu de la capacité des électeurs LR de choisir un candidat qui soit acceptable pour une grande majorité des Français. Et je pense que, voilà, si on veut avoir une chance de gagner, il vaut mieux être avec Pécresse, Bertrand ou Barnier qu'avec Ciotti. On a beaucoup parlé, vous le rappeliez, dans ces différents débats des Républicains, de sécurité, d'immigration. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que c'est le problème numéro 1 des Français aujourd'hui, avant l'économie, avant l'éducation ? La question de la sécurité, c'est une question centrale. La question de l'immigration, elle est plus liée à travers un sujet simple, qui est celui du respect de nos valeurs, du respect du modèle républicain dans lequel nous sommes. Et derrière tout ça, c'est d'abord la question de l'intégration et de l'assimilation. Oui. Et donc, derrière ça, la question de l'éducation est une question centrale, parce qu'on voit bien que ça passe par ça. Pardon, Hervé Morin, parlons concret. Est-ce qu'il faut durcir les conditions d'immigration en France? Bien sûr. Est-ce qu'il faut aller vers l'immigration zéro, comme le prônent certains, y compris à LR? Quelle est, votre position là-dessus? Moi, ma position, c'est que les quotas d'immigration, j'y crois peu, parce que c'est pas parce que vous aurez des quotas d'immigration que vous empêcherez l'immigration irrégulière. Par ailleurs, que nous ayons des positions beaucoup plus fermes sur le regroupement familial et sur le contrôle de nos frontières, ça me paraît une évidence. Vous ne pourrez pas intégrer et assimiler si vous avez des flux qui sont absolument considérables et qui empêchent l'intégration et l'assimilation. On a dit en tout cas beaucoup que ce sujet, il a été mis en avant, il a été mis sur la table parce qu'il y a un candidat qui aiguillonne un petit peu la droite, en tout cas, c'est Éric Zemmour, qui est candidat depuis 2 jours. Il suscite beaucoup de critiques, mais aussi beaucoup d'adhésions. Il vient de changer le lieu de son meeting, il devait le faire au Zénith à Paris dimanche. Il ira au Parc des Expositions de Villepinte parce que c'est plus grand. Est-ce que vous comprenez cet engouement pour Éric Zemmour ? Pour moi, Éric Zemmour incarne plutôt tout ce que je déteste dans la vie politique. D'abord, sa candidature relève quasiment de la psychiatrie, quoi. Quand on voit dans quelles conditions ça a pu se faire, le micro ressemblant à celui du général de Gaulle, la posture du 18 juin, très franchement, est-ce que ça a du sens aujourd'hui? Constamment bâtir un discours autour de la haine, de la division, est-ce que c'est ça qui permet de porter un pays vers le retour à la confiance, l'optimisme dans l'avenir? Je ne le crois pas. Mais est-ce que vous pouvez dire, renvoyer en quelque sorte Éric Zemmour à la psychiatrie, je vous cite, sans quelque part insulter un petit peu ses électeurs potentiels ou ceux qui considèrent qu'il est un recours pour le pays? Moi, je dis que on ne peut pas avoir à la tête du pays quelqu'un qui porte d'abord et avant tout un message de division et de haine. Vous savez, l'élection présidentielle, elle est très compliquée parce que vous êtes élu dans cette espèce d'acte cathartique que représente l'élection présidentielle, où globalement, pendant 5 ans, on dit on a une espèce de chef qui va être capable de transformer le pays. Tout ça amène à rendre complètement dingo cette élection présidentielle. Et derrière ça, il y a quand même l'obligation de rassembler le pays. J'en profite pour le rappeler. La France est un pays compliqué. Vous avez 20% de nos compatriotes qui votent de Mélenchon à l'extrême gauche, à Besancenot ou Laguillet, et qui veulent détruire le système. Vous en avez 25% à l'extrême droite qui veulent aussi détruire le système. Donc quand vous êtes élu, vous avez à peu près un Français sur 2 qui vous dit « votre système, je n'en veux plus. L'économie de marché, je n'en veux plus. L'économie sociale et la construction européenne, je n'en veux plus. » Et donc si vous partez sur un discours qui vous rétrécit, qui empêche le rassemblement, vous échouez à coup sûr. Déjà que réussir est compliqué, mais alors là, en partant sur un tel discours, vous êtes à l'avance amené à l'échec absolu et, j'allais dire, à la dégringolade de plus.
On a compris ce que vous vouliez dire ce matin sur Éric Zemmour et sur les autres sujets. Merci beaucoup, Hervé Morin, président de la région de Normandie. C'est la suite de Télématin. Merci, Éric Zemmour incarne tout ce